Madame, bonsoir. Monsieur, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Equinox Télévision. Vous êtes sur le 20h. Célébration de la 41e édition de la Fête nationale de l'unité à Bafia dans la région du centre du Cameroun. Des partis politiques de l'opposition étouffent le RDPC, le parti au pouvoir. Retour sur la parade du 20 mai dans quelques localités du Cameroun dans ce journal. Élection à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, jour J, -4 pour le scrutin au niveau fédéral. Malgré les tractations adverses, le camp IA, président sortant, maintient la date du 25 mai prochain pour cette élection. Et la seconde partie de ce journal consacré au débat va porter sur la sécurité des personnes dans les chantiers de construction, avec bien sûr cette avalanche d'accidents observés ces dernières semaines dans la ville de Douala. Un qualiticien, un autre invité dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci de nous retrouver sur le 20h. Insécurité, les agressions connaissent leur âge d'or à la Cité Verte. Les populations de ce quartier de la ville de Yaoundé 2 sont aux abois. Elles appellent l'intervention des pouvoirs publics. Des détails dans ce reportage signé Yannick Mbazoua. Janine, propriétaire d'une boutique, a déjà été victime de plusieurs coups de braquage. C'est au moins 5 fois qu'on a cassé mon magasin. Ça fait environ 1 mois, je suis venu, on a forcé les portes. Et ce sont toujours les gars de la Cité Verte, les mêmes gens qui s'asseyent et consomment. Après ça, viennent casser les magasins, agressent les gars de moto à la Cité Verte. Nous sommes en insécurité à la Cité Verte. Nous sommes au quartier de la Cité Verte, arrondissement de Yaoundé 2, département du Mfundi, dans la région du centre. Ici, l'insécurité est grandissante. Actuellement, nous souffrons des agressions de toutes sortes. Du fait d'abord qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a que quelques poteaux qui sont éclairés. Autrefois, la Cité Verte était une cité lumineuse. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'obscurité et c'est le nid des agresseurs. La semaine passée, ils ont d'abord cassé un magasin en bas là. Le lendemain, après une semaine, ils sont venus, ils ont poignardé le vendeur dans le magasin. Donc nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes en insécurité à la Cité Verte. C'est dans ces différents couloirs du quartier et sous ce manguier, situé au lieu dit des centres du lycée, que les malfrats commettent quotidiennement leurs forfaits. Les victimes se comptent par centaines. Au-delà de l'insécurité, un autre phénomène a gagné de l'ampleur. Des fumeurs de chanvre ont envahi la Cité Verte. Nous avons des gens qui courent la nuit, on ne sait pas si c'est les sectes, des hommes comme des femmes. Tard dans la nuit, courent dans la nuit nue. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Du côté des forces de sécurité, où l'équipe d'Equinox a été reçue en offre, l'on reconnaît cette situation grave d'insécurité. Les cris des populations sont lancés à l'endroit de la hiérarchie. C'est cette route enclavée qui sert de porte de sortie aux différents malfrats qui dépouillent les populations de la Cité Verte. Quartier Cité Verte, Yaoundé, pour Equinox Télévision, Emmanuel Job, Yannick Mbazoua. Merci Yannick Mbazoua. C'est une note triste pour la police camerounaise qui vient de se dépouiller d'un de ses membres. Un policier met fin à ses jours à Mélon, c'est dans le département du Mungo. Théodore Ayama, puisqu'il s'agit de lui, a été retrouvé mort, suspendu au bout d'une corde nouée autour de son cou. La découverte a été faite ce matin dans sa chambre. Des sources affirment que l'officier de 2e grade était malade depuis beaucoup de temps. Sa famille est venue le récupérer à Douala pour le village et Kanang à Bikou dans l'arrondissement de Mélon où il se serait finalement donné la mort. Nous y reviendrons. Un présumé bandit dans les mailles de l'équipe spéciale d'intervention rapide du Nord-Ouest. Il est accusé d'orchestrer le vol des batteries et de l'essence dans un garage situé au lieu dit Metakwata. C'est à Bamenda, justement dans la région du Nord-Ouest du Cameroun où nous retrouvons Viviane Kamboua. Cet homme vient d'être interpellé par les éléments de l'ESIR. Il est accusé d'être à l'origine des différents vols de batteries et d'essence dans le garage de ce dernier.
Last week, they come broke my store, carry 4 batteries. Une position corroborée par cette femme. But today morning, he don't wake up for us for 5 o'clock morning time. He said, no, make go for a garage, go check him. I see don't come on now. I see the come down for old church. I see one come down now for old church. It see Bosco a taxiway park for old church. I see Bosco come out from the container. I see how another time the Bosco now the container down with the batch now run. Des accusations refutées en bloc par le présumé voleur malgré les faits. Au moment où nous quittions les lieux, la confrontation entre les différentes parties était en train d'être faite pour qu'enfin une solution soit trouvée. Examen officiel 2013, les candidats au probatoire et au baccalauréat technique industriel sont face aux épreuves écrites depuis ce matin sur l'ensemble du triangle national. Et dans la plupart des centres d'examen de la ville de Douala, on a observé une forte présence policière. Objectif, assurer le bon déroulement des examens. Daniel Warenzo 2 et Florian Fanjo. Lycée technique de Bonandoumbé à Bonapriso, c'est à Douala. Il est 13h45. Ces élèves viennent de couler de grosses gouttes de sueur devant l'épreuve d'anglais. Une épreuve qu'ils considèrent comme le bête noire. Il était question qu'on parle déjà de la pollution morale, de la pollution de pollution qui vient des bruits, du son. Bon, les difficultés que j'ai rencontrées déjà, c'était au niveau de la partie de l'essai et de rédaction. Les difficultés étaient plus basées déjà au niveau des mots, puisqu'il était question que j'ai déjà à ma disposition des mots et puis qui doit me permettre de développer. L'anglais n'était pas facile, c'était difficile au niveau de l'essai writing, parce que la compréhension n'était pas facile à comprendre. Quelques heures avant, ils ont fait face à l'épreuve de français, notamment la littérature. Une épreuve dont le niveau de difficulté est différemment apprécié par les élèves. J'ai pu aborder les épreuves littéraires très facilement, que j'ai trouvé. Bon, c'est aussi compte tenu du travail que j'ai abattu au long de cette année. En français, tout s'est bien passé. Le français était abordable, c'était facile. Après la phase écrite qui s'étend sur 5 jours, ces candidats au baccalauréat technique industriel devront enchaîner avec la phase pratique. Ici, au lycée technique de Bonandoumbé, tout comme au lycée technique de Koumassi, des forces de maintien de l'ordre sont déployées pour assurer la sécurité et le bon déroulement des examens. C'est parce que parfois, il y a des enfants qui présentent un état de comportement. Alors, c'est pour pallier à ce genre de comportement pour essayer de les persuader. Et vous voyez un élément de force de l'ordre. Ce sont au total 478 candidats au baccalauréat technique industriel qui affrontent ainsi leur destin au lycée technique de Bonandoumbé par Bonapriso à Douala. Retour sur la célébration de la 41e édition de la fête nationale de l'unité commémorée hier sur l'ensemble du territoire national. Les partis politiques de l'opposition étouffent le RDPC à Bafia, c'est dans la région du centre du Cameroun. Le CPP et le mouvement Merci notamment ont participé pour la première fois à la parade du 20 mai. Cette célébration a également permis de panser définitivement les blessures inhérentes à l'incident survenu récemment dans la ville de Bafia. Des détails avec Marcelin Gansop. À Bafia, il y a eu un fort déploiement des partis politiques de l'opposition. De quoi donner des sueurs froides au cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le CPP d'Edith Kawala, le Merci d'Isaac Feuzeux, la NDP d'Amadou Mustafa et le FSNC d'Issa Tiroma Bakari n'ont pas fait l'économie de leurs forces pour marquer d'une empreinte particulière cette célébration de l'unité dans le chef-lieu du département du BAM et Inubu. J'ai eu l'impression que l'opposition a repris du poil de la bête dans la ville parce que quand j'additionne ANDP, Merci et autres, j'ai l'impression que l'ODPC était tout petit à côté. Et je crois que c'est une invite à ce qu'on reparte sur le terrain, reconquérir ceux qui sont partis, parce qu'il y a un problème. Et nous devons le résoudre. En tant que membre du comité central, on ne peut pas laisser ça. L'ODPC doit rester et demeurer le seul parti au défilé qui défile jusqu'à fatiguer tout le monde. En dehors des partis politiques, il y a surtout eu un impressionnant déploiement des établissements scolaires
relevant aussi bien du primaire, du secondaire que de l'enseignement normal. À travers chants et messages poignants, les jeunes ont fait exploser leur ferveur patriotique. Le passage des personnels de nos forces de défense était tout aussi remarquable. Tout comme celui des structures d'encadrement de la jeunesse de Bafia. Un cortège bien dosé que le chef d'orchestre, Fritz Semé Dikosso, a savouré avec délectation. Je suis un préfet heureux qui a vu dérouler sous ses yeux, sous les yeux de ses invités, une belle parade où les jeunes ont une fois encore démontré leur détermination, leur engagement, leur foi en l'avenir à travers leur pas cadencé. Nous avons vu des militaires qui sont également passés avec la rigueur qu'on les connaît. On a vu les partis politiques, même ceux qu'on n'avait jamais vus dans le département. Ça veut dire que des joutes électorales se préparent déjà et je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette fête soit aussi belle. Cette célébration de l'unité nationale a également permis, outre le défilé civil et militaire, de décorer quelques personnalités méritantes. Il y avait là des chevaliers, un commandeur et des médaillés d'honneur du travail en or, en vermeil et en argent. Cette célébration a surtout permis de tourner la page, malheureusement triste, de l'incident qui s'est produit dans la ville 2 semaines auparavant et qui s'est soldé par le décès d'un jeune Djoukouan. Un service interreligieux a d'ailleurs été organisé samedi à la mémoire du disparu. Tous ont prié pour que cela n'arrive plus jamais. Après la pluie, le beau temps, peut-on ainsi dire, à Bafia. L'incident survenu le 4 mai dernier relève désormais du passé. La vie a repris son cours normal dans cette partie du pays. La ville qui connaît des difficultés liées à l'urbanisation galopante offre tout de même un cadre accueillant, comme le témoigne ce reportage signé une fois de plus Marcelin Gangsop. Bafia, en cette veille de célébration de la fête de l'unité, offre le charme d'une ville paisible. Dans l'ensemble, les relations sont plutôt sereines entre les populations et les autorités de la ville. Mais à l'image des autres grandes villes du pays, le chef-lieu du département d'Umbam et Inubu n'est pas à l'abri de quelques difficultés liées à l'urbanisation galopante et à la croissance démographique. En dehors de l'insécurité qui mobilise toute l'attention des personnels commis à cette tâche, l'autorité municipale a la lourde responsabilité de mettre de l'ordre dans les rangs des conducteurs de moto. Il y a là-dedans des gens qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes, qui ont des licences. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école, qui ont appris à faire quelque chose. Il y en a qui ont été licenciés. Donc c'est tous ces gars-là qui sont reconvertis aujourd'hui comme Ben Skinner. Ils ne sont pas plus têtus ici qu'ailleurs. Ils ne sont pas plus mal élevés ici qu'ailleurs. C'est des gars qui ne demandent qu'à être organisés. Malheureusement, c'est le cas de le dire, on retrouve parmi ceux-là les gens qui sont le relais de ceux qui viennent poser des mauvais actes. Bafia est une ville propre et on a pu le constater. Le maire et ses populations ont signé un contrat de confiance que chacune des parties s'efforce de respecter. Bafia est au Cameroun ce que le Cameroun lui-même est à l'Afrique. Quand on dit le Cameroun en miniature, donc nous disons Bafia est le Cameroun en miniature. Parce qu'à Bafia, vous trouvez toutes sortes de communautés qui vivent en parfaite harmonie, en parfaite intelligence. Donc à Bafia, on ne connaît pas les mots tels la xénophobie, le rejet de l'autre. Donc je crois que c'est le creuset même de l'unité nationale à Bafia. On peut simplement regretter que les coupures d'électricité soient récurrentes ici, obligeant la plupart des structures sérieuses à disposer d'un groupe électrogène. Les structures déconcentrées de l'État se côtoient dans une harmonie qui cache mal les ambitions de toute une région, celle d'un grand BAM. D'ailleurs, les populations n'ont cessé d'émettre le vœu de voir leur département érigé en 11e région du Cameroun. Elles l'ont encore martelé lors du marché citoyen samedi, en réclamant également la création d'une université. Sur ce qu'on a vu, le rêve est permis.
Et nous repartons sur ce tour d'horizon consacré à la fête de l'unité célébrée hier sur l'étendue du territoire national. Les villes de Kongsamba et de Baré-Bakem dans le département du Mungo n'étaient pas en reste. Le passage des forces armées et de la police a été l'une des attractions de la parade du 20 mai dans ces localités où nous retrouvons Cyril Djemba et Julingue. Voici ce qui reste du drapeau camerounais accroché devant ce bâtiment administratif qui abrite les services des affaires foncières dans la ville de Kongsamba. Ce dernier est à peine reconnaissable. Les couleurs ont perdu leur éclat. Le tissu en lui-même témoigne du poids de l'âge et par ricochet de l'état de vétusté dont il est victime. Une situation très décriée par les populations. Ça fait mal de voir quand même un certain 20 mai comme ça que les gens n'ont pas le vert ou jaune. Ils doivent mettre le drapeau camerounais en valeur. Elles affirment d'ailleurs qu'au fil des années, l'on accorde moins d'importance à cet emblème, identité principale d'une nation. Il y a 15-20 ans, on voyait devant toutes les boutiques le drapeau qui flottait. Hier encore, même les transporteurs arrivaient même à faire flotter ces drapeaux sur leur véhicule. Bon, au jour d'aujourd'hui, là, on ne sait pas pourquoi les gens ont perdu ça dans la tête. Et même que certains habitants de cette localité ont perdu la valeur significative des différentes couleurs. À la question de savoir que représente chacune d'elles, ils nous répondent. Le vert représente, ça dit, le symbole. Le symbole. Ça représente le symbole. Après tout, on a parlé de ça est vert. Le jaune représente c'est la paix. La paix. C'est quelque chose comme ça. Une situation qui doit changer et pour ce faire mérite un suivi particulier. Je pense pour moi que la culture est en train de disparaître. Et puis le patriotisme surtout, même pas la culture, le patriotisme. Le manque de civisme, la morale qui est partie à l'école. Les gens ont perdu le bon sens du drapeau camerounais. Dans la ville de Kongsamba, la plupart des bâtiments administratifs présentent le même décor. C'est à croire qu'on a perdu le sens des valeurs. Voilà, c'était donc un reportage de Julingue sur le drapeau qui est presque en lambeaux dans les localités de Kongsamba et de Baré-Bakem. Retour sur la parade du 20 mai dans cette localité, dans ce reportage. L'une des prestations les plus acclamées en ce jour de fête, où l'on célèbre la réunification du Cameroun dans le département du Mungo, c'est le défilé militaire. Une parade marquée par le passage des différents carrés de nos forces de défense. Suivi de la grande artillerie. Gros porteurs, chars et autres sont au rendez-vous. Une logistique qui permet d'apprécier la qualité d'équipement de ces unités spéciales. À côté de cela s'ajoute le corps de sapeurs-pompiers. Ce dernier, qui a récemment reçu une dotation en matériel roulant, profite de l'occasion pour le présenter au public. Des outils qui permettront désormais une célérité des interventions en cas d'incendie. Établissements scolaires, partis politiques et autres sont venus boucler le défilé civil dans les villes de Kongsamba et Baré-Bakem. C'est ainsi que le Mungo a répondu présent à la célébration de la 41e fête de la réunification, placée sous le thème « Armée et Nation », ensemble pour relever les défis sécuritaires pour un Cameroun émergent. En agriculture, maintenant, le Cameroun bénéficie de l'expertise coréenne pour la relance de la filière riz. Une délégation de ce pays d'Asie du Sud-Est vient de séjourner à l'université de Chang, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Le but est de renforcer les recherches académiques en agriculture. Leclerc Tchakem et Etienne Pascal Azegue. D'après les experts de l'université de Chang, 95% de Camerounais consomment le riz au moins une fois par semaine. La demande de cet aliment croît de 8% chaque année, alors que la production nationale aujourd'hui ne couvre que 12% des besoins. Pour renforcer la production de ces céréales, le Cameroun mise sur une agriculture de seconde génération qui s'appuie entre autres sur l'exploitation des recherches académiques et surtout sur l'expérience des pays qui ont suivi la même trajectoire, au premier rang desquels la République de Corée. Il y a un projet en matière de culture du riz
qui a déjà cours dans notre pays, en Bagam, dans le centre, eh bien, ce projet est conduit par les experts coréens. L'université, avec ses enseignants, vont accompagner le mouvement pour voir les aspects de recherche. Certains de nos étudiants pourront faire des stages en attendant autre chose. C'est dans cet esprit que l'ambassadeur de Corée et le président de la Hanyang National University de Corée ont effectué cette visite à l'université de Chang. Après la séance de travail effectuée entre les deux parties, une descente dans les fermes et les laboratoires d'expérimentation de la FASA a permis d'apprécier le plateau technique de cette faculté. Les deux universités entrevoient des partenariats pour un échange de connaissances. Et nous avons identifié tout de suite la possibilité, et nous remercions n'est-ce pas, le gouvernement coréen et l'université de Hanyang, disposés à accueillir un certain nombre de nos étudiants. Après leur licence ou leur master, nous avons entrevu la possibilité de la visite de 1 ou 2 enseignants coréens qui vont nous appuyer dans des domaines très précis. L'expertise coréenne va à coup sûr permettre au Cameroun de booster sa production en riz au cours des prochaines années. Actualité au-delà de nos frontières en 2 escales. D'abord, cette tornade qui a ravagé la ville de Moon aux États-Unis d'Amérique avec des vents de plus de 300 km/h. Pour le moment, on compte officiellement 24 morts, mais le bilan pourrait s'alourdir. Les détails avec nos confrères de TVC Monde. C'est tout ce qu'il reste de son chez lui, à Moore, une banlieue d'Oklahoma City dans le sud des États-Unis. Mais Ricky Stover a bien conscience qu'il a évité le pire. C'est cet abri qui lui a sauvé la vie. On pensait qu'on allait mourir. On était à l'intérieur, on s'est enfermé à clé et on a tout vu. C'était de plus en plus fort. La porte s'est ouverte, on n'arrivait pas à l'attraper et elle s'est arrachée. Le verre, les débris, tout nous est tombé dessus. Franchement, on a cru qu'on était morts. Pas loin, d'autres rescapés qui n'en finissent pas de revivre les dernières heures. Eux aussi ont eu de la chance. Quand tout a commencé à valser, j'ai plongé au sol, j'ai été recouvert de débris et j'ai été propulsé. J'ai sans doute eu de la chance. Le bilan, révisé à la baisse, est toujours provisoire. Mais les images illustrent toute la violence des vents qui ont soufflé ici. À plus de 300 km/h, rien ou si peu a résisté. Entreprises, centres médicaux et même 2 écoles, plusieurs centaines de bâtiments détruits. Avec les pannes de courant, il y a eu des incendies. Moore, 55 000 habitants, est ravagé. C'est incroyable, terrible. C'est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Des quartiers retournés. Vous marchez à travers les ruines et vous voyez des livres d'école, des lits, des chaises, des matelas, des jouets et les voitures à l'envers. Les secouristes s'affairent dans les décombres. Une centaine de personnes ont été retirées vivantes, d'autres seraient encore enfouies. Ce qui est sûr, c'est que personne ici n'oubliera la tornade. C'est la 2e qui frappe cette banlieue très peuplée d'Oklahoma. Et en France, enquête sur un mensonge avéré, un mensonge d'État présumé. La commission d'enquête parlementaire chargée de démêler le vrai du faux dans l'affaire Cahuzac a commencé son travail. Premier auditionné, les journalistes qui ont révélé toute l'affaire. Une fois encore, TVC Monde. Ils ont révélé le scandale Cahuzac. Devant les membres de la commission, Fabrice Arfi et Edoui Plenel retracent l'affaire. L'Élysée et le gouvernement affirment ne jamais avoir rien su du compte en Suisse de l'ancien ministre. Ce n'est pas leur avis. Qui voulait voir, pouvait voir. Qui voulait savoir, pouvait savoir. Je ne veux pas dire que M. Moscovici a été forcément complice d'une manœuvre voulant absolument cacher la vérité. Je dis néanmoins qu'il a mal travaillé. Savoir exactement quelles informations détenaient François Hollande et le gouvernement. C'est la mission de cette commission d'enquête qui va auditionner tous les protagonistes, responsables de l'administration ou encore ministres, tels Pierre Moscovici, Manuel Valls et Christiane Taubira. Pour le président de cette commission, cette audition d'Edoui Plenel a été très utile. Qui nous a confirmé
qu'il avait informé l'entourage du Premier ministre et l'entourage du Président dès le début de l'affaire. Jérôme Cahuzac lui-même sera convoqué pour répondre aux questions des députés. L'ancien ministre du Budget qui affirme ce matin ne pas avoir dissimulé plus de 685 000 € au fisc français. Il reconnaît sa faute, mais juge certaines attaques excessives. Je crois même avoir été qualifié d'être répugnant. Comment qualifie-t-on un violeur, un assassin d'enfants? Comment qualifie-t-on Marc Dutroux? Si on veut garder un sens aux mots, et si je suis répugnant, alors je crains qu'il ne faille à l'Académie française un peu d'imagination pour forcer le vocabulaire. Jérôme Cahuzac confie par ailleurs écrire un livre pour expliquer dans quel contexte il a agi. Et du sport football dans ce journal, élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, et comme annoncé à l'entame de ce journal, le camp Iya Mohamed, le président sortant, maintient la date du scrutin pour le 25 mai de cette année, alors qu'en face, des stratégies sont multipliées pour invalider la candidature de l'actuel président de la FECAFOOT. Des détails dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangao. Jusqu'ici, les candidatures validées pour l'élection à la présidence de la FECAFOOT du 25 mai prochain portent les noms d'Ia Mohamed, John Begeninde et Marlène Mvuto. Cependant, John Begeninde, qui apparaît comme étant le principal challenger d'Ia Mohamed, n'entend pas laisser prospérer la candidature du président sortant de la FECAFOOT. Et pour se faire entendre, ce dernier a saisi il y a quelques jours la Commission nationale de recours des élections. Mais cette commission a vite fait de le débouter. John Begeninde demande l'invalidation de la candidature d'Ia Mohamed en s'appuyant sur la sortie du Conseil budgétaire et financier du contrôle supérieur de l'État qui, il y a quelques mois, épinglait le directeur général de la Sodécoton pour faute de gestion. Pour John Begeninde, le rapprochement avec les tests de la FECAFOOT qui mettent hors course ceux qui se sont distingués par des indélicatesses dans la gestion financière est vite fait. Ce n'est cependant pas l'avis de la commission de recours des élections qui dissocie Ia Mohamed, président de la FECAFOOT, d'Ia Mohamed, directeur général de la Sodécoton. Débouté par cette commission, John Begeninde se retourne désormais vers la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour espérer avoir gain de cause. Une initiative qui s'ajoute sur les multiples tractations qui pourraient aboutir à l'annulation de cette élection à la FECAFOOT prévue le samedi 25 mai 2013 à 10h à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, pratiquement à la fenêtre du palais des Toudi. Et à en croire les adversaires d'Ia Mohamed, il faut se garder d'affirmer que cette élection aura bel et bien lieu à la date prévue par la FECAFOOT. L'on se souvient d'ailleurs qu'en 2004, c'est à la veille du scrutin que le secrétariat général de la présidence de la République avait pris une décision annulant l'élection. Et de l'information publicitaire pour refermer la première partie de ce journal, une nouvelle compagnie aérienne bientôt opérationnelle au Cameroun. Des responsables de la société Aéro étaient face à la presse ce jour dans la ville de Douala pour dérouler le plan d'action de cette entreprise basée au Nigeria. Le premier vol est annoncé pour le 27 mai de cette année. Reportage. Dans quelques jours, le ciel camerounais va s'enrichir d'une nouvelle flotte. La compagnie nigériane Aéro. Elle envisage lancer 2 vols au départ de Douala pour l'Afrique de l'Ouest. La ligne Douala-Lagos à 144 000 francs et Douala-Accra à 237 000 francs CFA. Au cours d'une conférence de presse donnée à Douala, le directeur marketing du groupe Aéro déroule la stratégie de son entreprise, fondée sur la conquête progressive du marché sous-régional de l'Afrique centrale. Everybody knows for its brand and reliability, which is airline operations. To Cameroon, we intend to commence flight between Lagos and Douala and extending the flight from Douala to Lagos and Accra, and then sooner too to extend it to other cities in West Africa. Face aux hommes de médias, Obaro Ibrou rassure les voyageurs camerounais sur la qualité du professionnalisme du personnel d'Aéro et son expérience dans le domaine de l'aviation et le transport aérien. There's a lot of movement between Nigeria and Cameroon, and we intend to cover these areas very well, both the business and the private sectors. Aéro, qui s'apprête à déployer ses ailes dans le ciel camerounais, cumule un savoir-faire d'environ 50 ans dans la maintenance des aéronefs, des interventions sur des plateformes pétrolières au Nigeria ou opère des groupes Total, Shell, Chevron, entre autres. So carriers in Cameroon that owns fleets or have airplanes that needs maintenance or fleet management, we can do them for them. Aéro entend faire de Douala son deuxième pôle d'exploitation après le Nigeria.
Le vol inaugural de la compagnie Aéro est prévu pour le 27 juin 2013 à Douala. Madame, Monsieur, c'est la fin de la première partie de ce journal. Je vous invite à nous retrouver dans la seconde partie consacrée au débat. C'est juste après l'indicatif. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Et ce soir, nous dans quelques jours, le ciel camerounais. Merci d'être avec nous une fois de plus. Nous recevons dans la seconde partie de ce journal consacré au débat Nouna Nouna. Bonsoir. Bonsoir, M. Fénélon. Vous êtes qualiticien. À quoi est-ce que cela se conforme? En fait, qualiticien, c'est quelqu'un qui manage la qualité, c'est-à-dire à partir des normes établies, toutes les normes, en fait, toute la normalisation, n'est-ce pas, comment utiliser les normes pour réaliser un certain nombre d'événements dans la vie, que ce soit des produits, que ce soit des services. Alors, de votre qualité de qualiticien, est-ce que vous vous sentez interpellé dans cette avalanche d'accidents qui surviennent ces dernières semaines, notamment dans la ville de Douala, dans les chantiers de construction, où le mépris ou alors le non-respect des règles de base de sécurité des personnes entraîne la mort? On a noté il y a quelques jours seulement un accident dramatique pas très loin d'ici, à la douche municipale dans la ville de Douala, où un ouvrier dans une construction à hauteur a basculé pour se retrouver sur le goudron. Mais bien sûr, il faut dire que les normes en tant que telles, parce qu'il faut que les Camerounais le sachent, les normes en tant que telles ne sont pas d'application obligatoire. La norme est d'application volontaire. Et en fait, même la norme n'a pas de valeur juridique. Mais une fois que les normes sont des normes de sécurité ou alors des normes alimentaires, l'État ou alors les organismes de normalisation rendent ces normes-là obligatoires et deviennent des règlements, ou des codes, ou des décrets, ou des arrêtés, ou des lois. Et quand ça devient des règlements, ça devient obligatoire. Et dans la construction, ou alors dans la sécurité même au niveau de la construction, la plupart des normes sont obligatoires. Par exemple, dans ce cas-là, on devrait faire un certain nombre de choses. Les normes prévoient qu'on devrait faire un certain nombre de choses pour que cet ouvrier ne puisse pas s'exfiltrer, n'est-ce pas, du chantier pour se retrouver au sol. En principe, d'abord la robustesse des échafauds et en plus une certaine barrière, un certain grillage autour de ces échafauds pour que non seulement les personnes ne puissent pas tomber, mais en même temps pour que les débris qui partent des hauteurs n'atteignent pas les passants, n'est-ce pas, au rez-de-chaussée ou alors au niveau zéro de l'immeuble. Est-ce qu'il y a une réglementation particulière quant au montage des échafaudages? Est-ce qu'il y a des dispositions qui prévoient la qualité du matériau à utiliser? Est-ce que l'entrepreneur a le libre choix d'opter soit pour un échafaudage en acier ou tout simplement un échafaudage en bois, comme on en voit d'ailleurs partout les chantiers de construction en hauteur prospère? Mais il faut dire qu'il existe bel et bien une réglementation sur les échafaudages. Ce n'est pas forcément les échafaudages en acier. Parce que les échafaudages en bois sont des échafaudages qui sont calculés d'avance, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous dit que vous mettez une latte au niveau de telle dimension, on vous dit que la latte doit avoir telle dimension, surtout quand elle est à la base, et elle doit résister à telle pression ou à tel poids. Ce n'est pas forcément que ce soit en acier. Si vous allez en Chine, vous allez trouver la plupart des échafauds, que ce soit au 10e, 15e, 20, 25 étages, sont des échafauds en bambou de Chine. Donc en roseau que nous avons ici, qui sont suffisamment résistants. En fait, c'est un calcul qui est fait par l'ingénieur, par l'architecte même, et qui en fait doit être contrôlé par le service de contrôle. Malheureusement, ici, vous voyez beaucoup d'immeubles qui sont construits. Vous vous posez même la question si ces immeubles-là ont eu leur certificat
d'urbanisme, au niveau du certificat d'urbanisme, s'ils ont eu le certificat, s'ils ont eu l'autorisation même de construire. Parce qu'il y a encore une réglementation dans cette autorisation qui dit, pour que vous arriviez, en fait, pour que vous puissiez construire un immeuble de tant d'étages, il faut un certain nombre de documents qui sont contrôlés même déjà par l'État. Parce que ce n'est pas seulement vous seuls qui rentrez dans l'insécurité, mais c'est les autres, au cas où l'immeuble aurait des problèmes. Donc, pour la protection de vous-même et des autres, l'État est obligé de mettre en place un certain nombre de règlements. Les normes existent. Elles existent bien, n'est-ce pas, dans notre pays. Est-ce que vous avez le sentiment, pour ce qui est de la sécurité des ouvriers qui travaillent dans les chantiers, est-ce que les EPI, qui sont les équipements de protection individuelle, sont désormais le ventre mou, justement, de la sécurité ou de la préservation de la sécurité de ces ouvriers? Oui, non seulement il y a ces équipements-là, mais il y a d'autres choses, même quand vous entrez, même au niveau de la conception du bâtiment. Mais ces équipements, vous voyez beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui dans les chantiers, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de bottes, ils n'ont pas de gants, et quelquefois ils travaillent dans des endroits où il y a un certain nombre de produits qui jaillissent, ils n'ont pas de lunettes, ils n'ont absolument rien. Et ils travaillent dans les chantiers. Les contrôleurs devraient les arrêter. C'est vrai que l'État... Alors qui devrait opérer un contrôle? Ben, l'État, par exemple, la communauté urbaine devrait avoir quelqu'un et arrêter le chantier. Mais ici, on ne le fait pas. C'est comme le ministère du Commerce qui fait le contrôle, par exemple, des poids et mesures avec la métrologie légale. La communauté urbaine devrait faire la même chose. Le ministère même devrait le faire. En fait, on devrait dénoncer à chaque fois ce genre de choses. Mais ici, nous le voyons tous les jours. Nous le voyons tous les jours et on se demande bien si ces services-là existent. Quelquefois, on va vous dire que les services sont débordés, tout simplement. Peut-être les services ne sont pas assez pourvus de personnel capable d'opérer une sorte de surveillance continue. Est-ce que vous avez donc le sentiment qu'à ce niveau, les autorités compétentes, c'est-à-dire les autorités qui s'occupent de ce genre de choses, ont failli à leur fonction, à leur mission? Mais bien sûr, non seulement les autorités ont failli, mais même ceux qui sont dans la construction ont failli. C'est-à-dire, la faillite commence à partir même de la conception de ces maisons. Et on a mis des garde-fous qui sont, je veux dire, l'État ou alors les autorités qui devraient, au cas où quelqu'un ne remplirait pas ces normes-là obligatoires, de les arrêter. La communauté urbaine, par exemple, a le droit, lorsque vous construisez une maison qui n'est pas dans les normes, de vous arrêter. Alors, mais dans l'échelle des responsabilités, parce qu'il y a d'un côté les pouvoirs publics qui devraient assurer une sorte de surveillance permanente, mais de l'autre côté, il y a aussi l'entrepreneur lui-même qui s'occupe de l'ouvrage. Dans l'échelle des responsabilités, quelle est la partie qui prendrait le plus? Ben, la partie qui prendrait le plus, c'est déjà la personne qui engage des travaux dans toute l'insécurité sans respecter les normes. Parce il est quand même très difficile aujourd'hui, n'est-ce pas, de mettre un gendarme derrière chaque constructeur. Mais nous disons qu'à un certain niveau de construction, on ne peut plus construire dans un État ou dans une commune sans que la communauté ou sans que la mairie n'ait vu les documents de base qui vous montrent qu'on va construire dans la sécurité. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a une construction anarchique. Les autorités sont vraiment dépassées. Ils sont complètement dépassés. Est-ce que les documents devraient être délivrés après constat de ce qu'il existe justement, par exemple, pour la sécurité des personnes, des employés qui travaillent dans un chantier, qu'il existe des équipements de protection individuelle? Est-ce que ce n'est pas sur la base des déclarations? Est-ce qu'à ce niveau, ce n'est pas à ce niveau qu'il y a une carence? D'abord, on ne le déclare pas. On ne le déclare pas parce qu'on ne déclare même pas aujourd'hui. On ne déclare même plus aujourd'hui. Il y a quelques personnes qui déclarent. Et lorsque ça rentre dans la construction, par exemple, de l'État, on suit vraiment la norme. C'est-à-dire que la conception, écoutez, la conception est déjà faite par un architecte. Ensuite, mais vous avez des bâtiments aujourd'hui, 5 étages, 6 étages. La conception est faite par un dessinateur. Donc il n'y a même pas d'architecte. Il n'y a même pas de contrôleur. La même personne qui a dessiné est architecte. Et quelquefois même, c'est elle qui embauche les gens pour réaliser. Et ça ne passe même pas par
la communauté urbaine. C'est pour ça que quelquefois vous voyez on met une croix en disant arrêt des travaux parce que vous n'avez pas, parce que pour avoir l'ensemble des papiers qu'il faut pour construire, il faut au moins montrer que vous avez pensé à toutes ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez écrit ça dans la conception de votre réalisation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même ces papiers-là n'arrivent pas au niveau de la communauté urbaine. Donc même quand la communauté urbaine arrive, bon, monsieur, où est votre certificat? Bon, on jongle, on met une croix et après, tout s'arrête. Tout s'arrête. Bon, je ne veux pas dire, parce que quelquefois, vous voyez des croix. Quand vous ne les voyez pas, ça veut dire que la communauté urbaine n'a pas vu. Mais quand vous voyez les croix, ça veut dire que la communauté urbaine a vu. Mais quelques temps après, vous voyez seulement le bâtiment continuer. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Vous ne pouvez jamais savoir. Alors, si j'ai posé cette question, c'est parce que dès le départ, on peut déclarer pour pouvoir assurer la sécurité des ouvriers, peut-être sur la base d'une déclaration, mais que des équipements adéquats ne soient justement pas pourvus. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'il faudrait ou alors qu'il fallait mettre un peu plus d'accent dans le contrôle? Mais bien sûr. Parce que lorsqu'on voit les chantiers aujourd'hui, on trouve des ouvriers qui travaillent en toute quiétude, mais sans une véritable sécurité individuelle. Mais c'est ce que nous disons, c'est que les contrôleurs, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Normalement, le contrôleur doit venir voir le travail. Non seulement il doit voir le travail, mais en principe, les contrôleurs doivent même voir un certain nombre de choses qui sont déjà définies dans le dossier. Et par exemple, quand vous construisez, vous avez le côté béton. Comment est-ce que vous mélangez le béton? S'il n'y a pas le contrôleur, il ne peut jamais savoir que vous avez mis 5 brouettes de sable avec 2 sacs de ciment. Il ne peut pas savoir. Il faut donc qu'il soit là pour être sûr que vous avez mis les quantités qui ont été marquées dans les normes. Les gens qui travaillent, on les voit. Et là, on les voit du sol. Le contrôleur devait être là pour dire, mais telle personne n'a pas de casque, l'autre personne n'a pas les bottes, celui-ci, il ne monte plus dans le chantier. Ils ont le droit de le faire. Les normes le prévoient. Et d'ailleurs, dans les marchés publics, quand on donne les marchés, nous qui sommes les experts, n'est-ce pas, au niveau des dépouillements de marché, nous voyons toujours que quelquefois même les gens écrivent que bon, il y aura les bottes, il y aura ceci, il y aura ça. Et sur le chantier, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on a mis un contrôleur pendant le chantier, que lorsqu'il n'y a pas telle ou telle chose, le contrôleur arrête le chantier. Et d'ailleurs, à la réunion du chantier qui se fait pratiquement chaque semaine, le contrôleur peut dire, moi, vous ne continuez plus les travaux tant que ces personnes-là ne sont pas habillées, ne sont pas en sécurité. Tout à fait. Merci, monsieur Nyona. Vous êtes qualiticien. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.